Alors, d'abord, je voudrais remercier le CNESCO et les organisateurs de ces 2 journées de l'invitation qu'ils m'ont faite et qui m'honorent, et aussi de l'organisation que j'ai trouvée absolument stimulante, puisqu'on a eu la chance d'être accompagnés dans notre réflexion. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc, merci à tous et à toutes pour ça. Alors, je vais, ça a été dit plusieurs fois, moi aussi j'ai adopté un plan en 3 parties pour cette présentation. Je vais d'abord essayer de vous donner quelques éléments de définition de ce qu'on appelle concept quotidien et concept scientifique. Et puis je vais poser 2 questions, somme toute, assez banales dans ce contexte. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre en compte les concepts quotidiens? Quels enjeux ça pose? Et puis, comment? Et cette présentation est davantage une synthèse d'un certain nombre de travaux issus principalement de travaux en psychologie, en didactique des sciences et un petit peu en neurosciences, mais je précise tout de suite que ça n'est pas du tout mon domaine, mais ça me semblait difficile de passer à côté d'un certain nombre de résultats quand même. Alors j'aurais bien été tentée de vous donner mon opinion à moi et mes résultats de recherche. J'essaierai de le faire un petit peu, mais ce n'est pas le propos. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des recherches, à la fois sur les apprentissages en général, qu'on soit du côté de la psychologie, en didactique, s'accordent sur le fait que l'enfant construit très tôt des manières de penser le monde qui l'entoure. Très tôt, l'enfant va construire des explications qui vont lui permettre de trouver des raisons au mouvement des objets, à l'éclairement d'une lampe, à la diversité des espèces vivantes, aux phénomènes géologiques. Je pourrais continuer la liste. Ces explications, donc ces manières de penser, que je vais qualifier d'explications premières et qui se rapprochent complètement de ce que Emmanuel Sander appelait hier les conceptions intuitives, vont s'appuyer sur des idées, sur des mots, en bref, sur des concepts que le psychologue Lev Vygotsky qualifie de quotidiens et qui, d'une manière ou d'une autre, et à un moment ou à un autre, vont impacter les apprentissages scolaires qui sont, eux, fondés sur des concepts à construire. Et dans l'enseignement des sciences, on parlera de concepts scientifiques. C'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, je vais vous demander d'imaginer un objet posé sur une table. Je précise que cette image a été générée par l'intelligence artificielle. Un objet posé sur une table, et puis vous avez ici un enfant qui souhaite mettre la voiture en mouvement. Alors, pour la mettre en mouvement, vous imaginez bien qu'il va falloir que je pousse cette petite voiture. Et si je suis un enfant de 3 ans, que je pousse cette voiture plusieurs fois, sur plusieurs objets immobiles, je vais associer petit à petit l'action de pousser et la mise en mouvement de l'objet. Et donc petit à petit, il y a une explication qui va émerger, qui est, si je pousse, ça bouge. Et puis, je peux même aller plus loin en disant, si c'est lourd, il faut que je pousse plus fort. Et cette explication, Piaget et ses collaborateurs l'avaient déjà qualifiée et identifiée comme une explication causale et qui, tout au long du développement de l'enfant, va prendre les traits d'une association entre 2 mots, mouvement et force. Alors, cette association, elle est portée par une sémantique intuitive qui est portée par l'interaction directe de l'enfant avec le monde. Et ici, dans ce contexte-là, les mots mouvement et force sont pris dans une acception quotidienne. Donc je vais les considérer comme des concepts quotidiens. Alors si je m'intéresse un petit peu au concept quotidien de force, je regardais juste les 2 illustrations ici. Dans le cas quotidien, on a très envie de penser que quand on lance une balle en l'air, il y a une force qui va vers le haut parce qu'il faut bien qu'elle monte, cette balle. Et la physique, quand on va arriver en contexte scolaire, elle va nous dire que quand la balle monte, il y a une force effectivement qui s'exerce sur la balle, mais elle est vers le bas et dans le sens opposé au mouvement. Et alors ça,
c'est dur. Et du coup, ce que va faire l'école, c'est que elle va... Hier, Emmanuel Sander parlait de recodage sémantique. C'est exactement ça qui se passe, en fait. C'est-à-dire que l'école va confronter l'élève à une sémantique nouvelle, où, ici, à l'explication causale mouvement associe force, on va devoir remplacer une autre explication qui, elle, n'est plus causale et qui associe force et accélération. Et donc, on va faire disparaître la relation causale qui, en plus, établit une relation dans le temps entre les concepts quotidiens à une relation qui est une relation fonctionnelle dans laquelle le temps n'a pas d'importance. Alors, je précise tout de suite que ça existe des mouvements et des forces qui vont dans le même sens. Hein. Si je roule sur une ligne droite et que j'accélère en voiture, tout va bien. Le problème, c'est quand je décélère, et dans ces cas-là, tout va plus bien du tout. Alors, je ne vous dis pas quand on tourne. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de physique. Alors, de manière plus générale, hein, si je veux distinguer et essayer de définir les concepts quotidiens et les concepts scientifiques, ou les concepts... Alors, j'associe concepts scolaires et concepts scientifiques en considérant que ce qu'on apprend à l'école sont des concepts scientifiques dans le cours de sciences. Ils sont indépendants, les concepts quotidiens, de tout enseignement formel. Ils vont émerger, et c'est ça leur force, de l'expérience quotidienne, de l'expérience sensible. Et puis, ils sont extrêmement contextuels et donc assez ponctuels et peu généralisants. On va le voir après. Et vous voyez, je disais que j'allais me détacher un petit peu de Bachelard, mais quand même, il faut lui reconnaître que quand il parle d'obstacles épistémologiques, il est bien dans cette idée que la phénoménologie, l'idée de capter depuis le monde sensible des concepts et de construire des idées quotidiennes, il l'a quand même beaucoup mis en avant. Et vous voyez, vous savez, quand vous frottez une paille en plastique qui sont interdites, quand vous placez sur vos cheveux là, et que vous attirez les petits bouts de papier, ben voilà, on a tendance à penser que l'électricité qu'on appelle statique, elle agit comme une colle, une glu, on lui donne des propriétés sensibles. Et puis un concept scientifique, il est d'abord formalisé à l'école, dans l'école, mais quand même formalisé à l'école. Il a assez peu de lien avec l'expérience sensible. Hein. Je pense que je vous ai convaincu avec mon exemple de force et de mouvement. Il est assez généralisateur. Et donc je vais citer ici Michel Brossard, hein, psychologue, qui nous dit que chaque groupe de concepts, finalement, a ses forces et ses faiblesses. Il n'y aurait pas un concept scientifique qui serait hiérarchiquement plus... ça a un grand débat, ça. Hein. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les savoirs, etc. Mais en l'occurrence, chacun a ses forces et ses faiblesses. Les concepts quotidiens, ils sont forts parce qu'ils sont saturés d'expériences concrètes, mais ils ont un faible degré de généralité. Et inversement, les concepts scientifiques, ils ont un haut degré de généralité. Ils sont mis en œuvre volontairement, et c'est là leur force, mais quand on les transmet, du fait qu'ils sont très généralisateurs, ils ne permettent pas encore de conceptualiser les expériences concrètes. Ça, c'est vraiment une difficulté. Une autre difficulté des concepts quotidiens, c'est qu'ils perdurent dans le temps, y compris après plusieurs années d'enseignement scientifique. Et là, je vous ai mis un exemple d'une copie d'un de mes étudiants de première année de licence, qui a très très envie quand même que quand un objet est en mouvement, il y a des forces et il y a la force du mouvement, parce qu'il faut bien que ça avance. C'est pas sa faute à l'étudiant, hein. C'est pas qu'il a mal appris et qu'il n'a pas travaillé son cours, il y a des concepts extrêmement précis dans sa copie, hein, vous voyez. C'est juste que les concepts quotidiens, on ne s'en départit pas comme ça. C'est ça aussi leur force ou leur faiblesse, je ne sais pas. Et ce n'est pas non plus la faute des enseignants. C'est-à-dire que cette robustesse, elle est intrinsèque au concept quotidien. Donc parler de rupture, si je peux me permettre, Cédric, c'est un petit peu illusoire en vrai. Et alors, plus les concepts scientifiques sont contre-intuitifs, et plus ils vont résister. Par exemple, donc là je cite une étude récente qui recense une recension en fait d'un certain nombre de recherches sur la persistance des idées de la pensée
communes, ou en tout cas les concepts quotidiens, ou encore une fois conception intuitive, hein, si je reprends les termes d'hier. Donc la possibilité qu'une conception vieille et incorrecte soit réactivée à tout moment a été anticipée par les sciences de l'éducation. Et donc, je vous laisse la citation, mais elles peuvent facilement être réactivées depuis la mémoire de long terme vers la mémoire de travail. Autrement dit, les anciennes conceptions concurrencent les plus récentes. Voilà, par exemple, vous voyez, et alors c'est d'autant plus vrai quand les concepts sont contre-intuitifs. Je donne un exemple, le fait de classer la laine dans la catégorie des bons isolants, aussi bien pour le chaud que pour le froid, ça va aller complètement à l'encontre du fait qu'on dit que la laine c'est chaud, puisque en hiver on met des pulls en laine. Donc on se construit comme ça, par l'expérience quotidienne, des savoirs. Donc c'est un fait, les concepts quotidiens existent, on va construire ces connaissances, notamment scientifiques, avec et contre celles qu'on possède déjà. Et donc, pourquoi il faudrait les prendre en charge ? D'abord parce qu'elles sont là, mais il y a d'autres raisons. Alors, je ne vais pas vous mentir, et je vais beaucoup contrarier mes collègues enseignants de sciences, et j'en suis désolée. Franchement, qu'on confonde mouvement et force, vitesse et accélération, c'est embêtant, je suis d'accord, et ça me peine beaucoup quand je vois ce genre de choses dans des copies d'étudiants. Mais quand même, c'est pas ultra préoccupant si on considère les choses du point de vue de la formation du citoyen. Si ce n'est que, quand même, le fait de considérer les relations fonctionnelles qui ne sont pas des relations causales dans le temps, ça demande de penser la simultanéité, et penser la simultanéité, c'est extrêmement important pour certains savoirs liés à l'environnement. Donc quand même. Alors, je pourrais prendre deux exemples, mais je vais en prendre qu'un seul, celui du changement climatique. En fait, dans une étude qui a été conduite par Jarrett et Takak, c'est normal que je reste sur cette diapo, je précise. En fait, il y a des études qui montrent que les difficultés rencontrées par les élèves pour construire des connaissances qui sont nécessaires à la compréhension du changement climatique, phénomène extrêmement complexe, elles sont très largement liées au sens que les individus, les élèves, donnent aux concepts qui sont associés. Par exemple, climat va être confondu avec météo ou temps qu'il fait, ici et maintenant. Donc, dans une vision assez court-termiste, finalement, fondée sur des variations au jour le jour, des conditions météorologiques en un lieu donné. Et ça a évidemment contrarié une vision sur le long terme, une vision long-termiste, qui serait plus propice à penser le changement climatique. Du coup, une inondation, je suis désolée, le contexte est vraiment catastrophique, mais une inondation va être vue comme la conséquence d'un temps pluvieux, d'une météo très défavorable, et cette causalité, on y revient à cette causalité étant établie, il va être assez coûteux pour l'élève de penser l'inondation comme une conséquence d'un changement beaucoup plus global, impliquant un très grand nombre de facteurs qui vont covarier sur des échelles de temps de l'ordre de décennies, en fait. Et du coup, il lui sera aussi difficile de relier à ces phénomènes le concept d'anthropocène. Du coup, on peut comprendre que dans ce contexte, le climato-scepticisme est un espace pour se déployer. Et par ailleurs, je tiens à préciser que le simple fait de dire, parce qu'on l'entend dans les médias, les inondations actuelles sont liées au changement climatique, ça ne résout pas du tout le problème, parce que c'est un mot écran, changement climatique. Vous savez, en science, il y a beaucoup de mots écran. C'est ça, c'est la pression. Mais voilà. Les mots écrans ne sont pas des mots explicatifs. Du coup, d'une manière générale, si le sens commun, pour peu qu'il n'ait pas été éclairé par les principes et les lois de la science, va constituer le filtre à travers lequel les élèves vont lire, interpréter les informations véhiculées à la fois par les médias, les réseaux sociaux sur des questions qui sont des questions vives comme le changement climatique, la forme et l'âge de la Terre, la théorie de l'évolution, la vaccination, je pourrais continuer. Et du coup, il y a un risque de placer sous la même rationalité science et pseudoscience.
Et le rôle de l'école, me semble-t-il, et ça a été dit, et de l'enseignement scientifique en particulier, c'est de pouvoir équiper les élèves d'outils qui leur permettent de saisir les termes d'un certain nombre d'enjeux sociétaux, d'environnement et de santé publique, et d'exercer une pensée critique qui soit fondée sur les principes de la science et les concepts qui la fondent. Là, j'aimerais bien... Ouais. Ah, voilà. Et donc, finalement, donc, vous voyez, pour contrer, je n'ai pas parlé de l'intelligent design, mais qui vient s'opposer à la théorie de l'évolution où le hasard a une place évidemment prépondérante, ce qui n'est pas le cas dans l'intelligent design. On a l'impression que le monde évolue pour remplir un but. J'ai parlé du climato-scepticisme, et finalement, la robustesse des conceptions, des concepts quotidiens nécessite qu'on les prenne en compte, au-delà d'ailleurs de simplement faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est malheureusement, et certaines études l'ont montré, une tendance de l'enseignement, mais simplement parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement. Et donc, la première étape, c'est de discriminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais si on ne met pas au travail ces concepts quotidiens, alors la robustesse va être d'autant plus grande. Alors j'en viens à ma troisième partie. Comment les prendre en compte? Alors il y a des pistes qui ont été données hier, donc je vais du coup passer assez rapidement dessus, notamment sur l'analogie, puisque j'avais prévu d'en parler également. Et évidemment, je n'ai pas de réponse ferme et définitive à apporter à cette question. Je suis désolée pour ceux qui attendent des résultats. Mais il y a quand même des pistes. Et puis, c'est très dépendant aussi de quel concept on parle. C'est difficile de généraliser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opéré un choix entre un certain nombre de publications. Un choix qui, évidemment, est porté par mon expérience de chercheuse en didactique des sciences. Et donc, je vais, comme je l'ai dit, les concepts doivent être mis au travail, et une théorie qui a pas mal prévalu, qui prévaut en fait encore aujourd'hui, c'est celle du changement conceptuel. Alors, pour en présenter les traits principaux, je vais m'appuyer sur une méta-analyse qui a engagé 218 études issues de la Science Education Research, donc qu'on pourrait dire didactique des sciences, la psychologie et les neurosciences, une étude tout à fait récente qui parle des différentes manières de provoquer le changement conceptuel, c'est-à-dire de passer de concepts quotidiens à concepts scientifiques. Donc, il y a 3 stratégies payantes qui ont été identifiées par cette revue de littérature, cette méta-analyse, qui sont les 3 premières que vous voyez ici. Le conflit cognitif, le rapprochement cognitif, le changement de catégorie ontologique, et j'en ai rajouté une 3e, qui est l'inhibition, qui est certainement celle dont je suis la moins experte, mais il me semblait quand même important que je vous en dise 2 mots. Alors, le conflit cognitif consiste à placer l'individu dans une situation d'insatisfaction cognitive. En gros, de créer de la dissonance entre quelque chose auquel on s'attend et quelque chose qui se passe vraiment. Donc, il y a une emprise sur le réel qui est grande, et l'idée de cette stratégie, c'est que de l'insatisfaction va naître la volonté de restructurer sa manière de penser pour que les explications qui vont suivre soient plus cohérentes avec ce qui va se passer en vrai, expérimentalement ou dans la vraie vie. Alors, c'est peut-être bien que je vous donne un exemple. Toujours dans cette idée que l'enfant raisonne de manière causale, de manière assez intuitive, et notamment avec des idées du type le plus, plus je. Un enfant va penser, et puis je pense que la plupart d'entre nous pensons, que plus on chauffe de l'eau, plus la température monte. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai tout le temps, parce qu'il arrive un moment où si vous chauffez de l'eau, la température va cesser de monter. Et ça, c'est très contre-intuitif. Alors, au passage, du coup, ce n'est pas la peine de mettre le gaz à fond pour chauffer l'eau des pâtes. Une fois que ça bout, ça bout.
Voilà, vous irez pas, vous allez juste salir votre plan de travail, tout ça, c'est pas la peine. Petit bouillon, ça suffit, on a atteint la température d'ébullition. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre ça dans mon entourage parfois. Arrête de faire ta physicienne. Alors, le truc, c'est que c'est pas parce qu'on va atteindre un palier de température qui est extrêmement contre-intuitif qu'on va construire tout de suite ce que c'est qu'un changement d'état, un diagramme de phase, etc. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est en dissonance cognitive qu'on va être surpris par un phénomène que, tout de suite, on va construire le savoir attendu. Donc le conflit cognitif, ça a été beaucoup discuté. Ça peut être un moyen d'attirer, parce que la surprise, ça attire forcément un peu, ça questionne. Mais évidemment, de là ne va pas naître la restructuration cognitive, il ne faut pas se mentir. Donc, voilà. Et puis même, ça peut être pire, ça peut même engendrer une forme de contrariété peu propice aux apprentissages. Le rapprochement cognitif, je ne vais pas en parler puisque Emmanuel Sander en a beaucoup parlé hier. C'est effectivement le fait de pouvoir faire le pont entre des situations connues, des situations qui ne le sont pas, en particulier avec l'aide du maître ou avec l'aide des pairs. L'analogie en fait partie, je l'ai dit. Et puis, la quatrième catégorie, c'est de faire changer les concepts, parce que vous voyez, les concepts en sciences, ils ont souvent les mêmes mots quand ils sont pris dans le registre quotidien et dans le registre scientifique. Ils n'appartiennent pas aux mêmes catégories, notamment ontologiques. Je voulais juste vous citer l'exemple du feu, qui, pour les enfants, est une entité matérielle, qui appartient au registre ontologique de la matière et en sciences, mais plutôt relève du processus. Et le fait de travailler sur est-ce que c'est important finalement de se dire que le feu, c'est pas de la matière, ça peut l'être si on veut comprendre la lutte contre les incendies notamment et le rôle des différents techniques qui permettent d'éteindre les feux. Alors comme il ne me reste plus de temps, je ne vais pas vous parler de l'inhibition, c'est pas mon sujet, mais j'en ai parlé dans ma note. Je voulais juste dire, pour conclure, qu'il y a aussi un moyen. Il y a une chose que je veux dire absolument, voilà, pardon, non, hop, voilà. C'est qu'on peut prendre les concepts quotidiens comme des appuis. Et je vais vous donner un exemple. Alors j'en ai donné deux dans ma note, mais je vais en prendre un qui est celui de la Terre plate. Alors, notre perception quotidienne ne nous donne aucune indication relative à la sphéricité de la Terre. Vous savez, les trucs de bateau où la coque disparaît avant le mât, tout ça, c'est pas vrai. À l'échelle de quelques kilomètres et à hauteur d'homme, la Terre est plate. OK ? Donc cet état de fait, on peut s'en servir comme levier. Et au lieu de rejeter en disant n'importe quoi, la Terre est ronde, on ne va pas prendre ce savoir, donc le savoir localement platiste, j'ai bien dit localement platiste, de la forme de la Terre, on ne va pas le déconstruire, mais on va le replacer au sein d'une démarche plus globale de modélisation sous certaines conditions d'échelle, de distance. Ça, c'est faire de la science. Les changements d'échelle, les modélisations. Et comme ça, on peut assurer une certaine forme de continuité entre les savoirs quotidiens et les savoirs scientifiques, tout en travaillant les principes de la démarche de modélisation, du rôle des modèles en sciences, qui sont au fondement de l'élaboration de l'édifice scientifique. Et donc, au-delà des seuls enjeux conceptuels de l'enseignement des sciences, on doit pouvoir donner aussi au quotidien des élèves un sens scientifique, par continuité. Et c'est, à mon avis, sous cette rationalité-là que les élèves pourront traiter les informations qui leur parviennent de manière critique, et sous cette rationalité qui pourront aussi agir de manière éclairée sur la soutenabilité,
pour des raisons que je ne vais pas vous détailler, mais du monde qui l'entoure. Et j'ai terminé et je vous remercie.